Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média, diffusée en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr. Tous les jours, du lundi au jeudi à 19h. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la situation à Gaza qui reste extrêmement tendue. Israël a coupé l'électricité et restreint l'ensemble de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, les frappes israéliennes continuent, causant de nouvelles pertes civiles. En même temps, des pourparlers sont en cours au Qatar, mais les divergences entre les parties compliquent un accord durable. Les Nations Unies et plusieurs pays dénoncent l'utilisation de la famine comme arme de guerre, tandis qu'Israël envisage des mesures radicales comme l'expulsion des Palestiniens de Gaza. Pour en parler, je suis en compagnie ce soir de Paul Hellec, chroniqueur régulier aux médias, et Myriam Larivi, journaliste indépendante et autrice de CIJ, l'humanité aux éditions critiques. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors, ça fait maintenant 1 mois et demi que l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qu'il y a eu l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les Gazaouis luttent encore pour assurer leurs besoins vitaux. Le 2 mars dernier, Israël a suspendu l'entrée de l'aide humanitaire en plein mois de Ramadan. Pas d'électricité, restriction de l'entrée de nourriture, de médicaments et de carburant, ce qui a entraîné une aggravation de la famine ainsi qu'une énième crise sanitaire. Israël se défend. L'objectif serait de faire pression sur le Hamas pour la libération des otages et la conclusion d'un cessez-le-feu. Encore une autre façon d'utiliser l'aide humanitaire comme outil de négociation. Oui, comme un outil de rapport de force. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la proposition de cessez-le-feu était déjà problématique en tant que les négociations concrètes, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il allait advenir de Gaza, qu'est-ce qui allait advenir du point de vue de l'aide humanitaire, etc., était plus ou moins suspendu. On avait une première phase avec un début d'échange des otages contre des prisonniers politiques palestiniens qui sont encore une fois des milliers. Il y avait l'idée qu'au bout d'une 60aine de jours, recommencent les négociations sur le fond politique du problème, à savoir qui a la souveraineté de Gaza, les Palestiniens, mais cette souveraineté est niée, et l'État colonial israélien utilise l'aide humanitaire qui était censée être livrée lors de la seconde période du cessez-le-feu comme un moyen de pression contre les Palestiniens, mais en vérité un moyen de mort, parce qu'en fait, il y a une suspension temporaire de l'utilisation des armements de façon massive, mais elle continue avec des attaques régulières et donc des violations du cessez-le-feu. Et de l'autre côté, cette question de la suspension de l'aide humanitaire, c'est une question qu'on a déjà rencontrée en fait. Ça fait des années que systématiquement c'est utilisé comme un moyen de martyriser le peuple palestinien, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est pas, on a dit rapport de force, c'était la forme sobre, mais en vérité c'est un moyen qui a concrètement des conséquences sur les vies. Et de la même manière, cette question de l'énergie, c'est aussi une question de vie ou de mort, puisque la question de l'accès à de l'eau potable est conditionnée en fait par l'électricité, parce que c'est une usine de dessalement qui va permettre principalement d'avoir accès à l'eau pour, on va dire, au moins la moitié de la population. Donc, c'est des moyens de pression. Et tu lui faisais remarquer, le mois de Ramadan, c'est un mois particulièrement important sur place et pour les Palestiniens. Et, ils ont attendu le lendemain. Exactement, ouais. Mais parce que, pareil, ça fait partie aussi de la guerre psychologique, j'allais dire, le nombre de violations des droits de l'homme qui existent sur place en raison de l'État colonial israélien est gigantesque, mais généralement, la violation des droits religieux et les provocations qui sont effectuées, en fait, pendant les périodes de fêtes religieuses sont nombreuses. À Jérusalem, c'est systématique, pour l'accès à la mosquée Al-Aqsa, par exemple, en Cisjordanie également. Moi, je dirais à Hébron, l'accès à la mosquée d'Abraham est littéralement suspendu de façon complètement aléatoire et arbitraire, régulièrement aussi à des moments de fêtes religieuses, parce que c'est un moyen de faire comprendre que la puissance israélienne se maintient sur la vie du peuple palestinien, ce qui est tout le problème depuis le départ. Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que Israël poursuit son entreprise de nettoyage ethnique de la Palestine entamée en 1948,
qui s'est accéléré considérablement depuis le 7 octobre 2023. Et étant donné que les pays occidentaux ont donné un blanc-seing total à Israël à la suite de l'attaque du 7 octobre, eh bien maintenant c'est encore plus décomplexé. Ça ne l'était pas vraiment avant, mais ça l'est encore plus. Et c'est des manifestations de cruauté gratuite en fait, parce que à Gaza, quand on coupe l'aide humanitaire, l'électricité en pleine trêve, en plein cessez-le-feu, et c'est vraiment pour faire craquer la population palestinienne, mais gratuitement, parce que même pour la pousser au départ, mais même c'est paradoxal, parce que ceux qui voudraient partir, est-ce qu'ils peuvent partir? Ils ne peuvent pas partir, en fait. Donc c'est juste de la cruauté. Ils disent que c'est pour mettre la pression au Hamas et pour inciter à la démilitarisation du Hamas, que le Hamas n'acceptera jamais, évidemment. C'est juste des manifestations de cruauté envers une population qu'ils honnissent parce qu'elle empêche la réalisation du nettoyage. Enfin, leur présence, leur simple existence aux Palestiniens est un problème pour Israël. Là, on est vraiment dans le fascisme pur. Je n'ai pas d'autre terme. Il n'y a pas quand on prive 2 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, de nourriture, d'électricité, de toit, d'hygiène, de soins, etc. On est dans le fascisme pur. Et je n'ai pas d'autre explication que ça, parce que Netanyahou, qu'est-ce qu'il a dit au moment où il refuse le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu? C'est on exige la démilitarisation tout de suite de la bande de Gaza, plus de Hamas, et le retour des otages sans condition, etc. Comme s'il en avait quelque chose à faire des otages, Netanyahou. Netanyahou n'en a rien à faire des otages. Ça, en Israël, c'est dit et redit par les familles des otages. Manifestations aussi à Tel Aviv, sans arrêt, qui demandent les familles des otages demandent juste un accord sur la libération de tous les otages. Point, une trêve longue, voilà, pour permettre la libération de tous les otages. Et Netanyahou, c'est le cadet de ses soucis. Je veux dire, n'importe quelle analyse sérieuse le voit, que dès le 7 octobre, c'est le cadet de leurs soucis, puisque dès le 7 octobre, j'anticipe sur d'autres questions, mais je veux dire, dès le 7 octobre, la doctrine Hannibal a été employée. Maintenant, ça sort dans la presse. La doctrine Hannibal qui consiste à tout, enfin, dès qu'un otage est pris, enfin, dès qu'un Israélien est pris en otage, à tirer sur tout ce qui bouge, quitte à sacrifier l'otage. Et après, l'attitude vis-à-vis des otages n'a fait que confirmer qu'ils n'en ont rien à faire des otages et que c'est vraiment pour... ils essayent parfois de... Voilà, cet accord de cessez-le-feu, c'est parce que Trump a tordu le bras à Netanyahou, mais sinon, il n'y avait pas d'accord sur les otages. C'est pas, le problème de Netanyahou n'est pas les otages. Le problème de Netanyahou est de vider la Palestine de Palestiniens. C'est tout. Voilà. D'autant plus qu'effectivement, Netanyahou a fait échouer plusieurs fois le cessez-le-feu pendant que l'administration Biden était encore en place. La presse israélienne le révèle régulièrement. Plusieurs tentatives, où différents diplomates israéliens qui ont parlé, que ce soit Haaretz, soit 972, le magazine israélo-palestinien, qui a sorti énormément d'enquêtes sur la période. Et en fait, on a tous vu cette question de cessez-le-feu comme sur le plan de la perspective internationale, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait eu un accord avec différentes parties. Mais en fait, c'est un enjeu interne à la politique israélienne. Quand le cessez-le-feu est accepté par Netanyahou, enfin supposément accepté, parce qu'on a bien vu que tout de suite des violations se multiplient et en vérité il n'y a aucune volonté politique d'aller au bout de la logique d'une démilitarisation de Gaza, d'un retrait des troupes israéliennes, qui est un des enjeux de la négociation. Il y a eu une fracturation partielle de la coalition politique qui portait Netanyahou. Je rappelle qu'il est en coalition avec 50 nuances d'extrême droite, si vous voulez, mais à l'intérieur, il y a les plus durs, que ce soit Bezalel Smotrich ou que ce soit Ben Gvir, ils se sont retirés temporairement de la coalition au lendemain de l'acceptation, parce que eux, leur ligne, qui est la ligne de la droite, des colons israéliens, de l'extrême droite la plus radicale, et revendiquée effectivement fasciste, c'est de réimplanter les gens dans Gaza, et c'est le cas depuis, à minima depuis 2005 pour l'extrême droite israélienne qui s'est construit organisationnellement sur cette question, mais effectivement qui est le but du projet colonial depuis le départ, à savoir vider la Palestine des Palestiniens pour pouvoir installer un autre État à sa place. Et cette rupture dans la coalition, elle a mis sous pression Netanyahou, qui a été obligé de
plus vite que l'on ne pouvait le penser, faire un pas en arrière sur cette question de cessez-le-feu, effectivement accepté au forceps par le fait que Trump voulait une victoire ou une annonce à faire pour pouvoir commencer sa présidence, et en sachant que Trump et Netanyahou ont de bien meilleures relations que avec l'administration Biden. La meilleure preuve, c'est que quand Netanyahou est reçu à l'Élysée, à la Maison Blanche, il est reçu, et c'est à ce moment-là que Trump fait sa première déclaration sur transformer Gaza comme en Côte d'Azur. Donc c'est aussi un problème de politique intérieure et de fracturation, de stabilité du pouvoir que Netanyahou veut garder. Et justement, pour rebondir, le ministre israélien Smotrich a annoncé un plan pour expulser tous les Palestiniens de Gaza. Il a créé, je cite, une agence spéciale pour déporter 5000 Gazaouis par jour et renforcer l'emprise de l'État d'Israël sur la Cisjordanie. Encore une fois, tu en as parlé aussi, Myriam, sur le fait d'évacuer justement la Palestine. Aussi, c'est une manière de mettre la pression sur les pays arabes et les autres pays, sur la communauté internationale, de dire ça. C'est-à-dire ils essayent de... Leur but aux Israéliens, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, est de nettoyer la Palestine des Palestiniens. Enfin, nettoyer, pardon pour le mot, j'emploie un mot, c'est du nettoyage ethnique. Oui. Et pour ça, ils essayent tout ce qui est possible, en fait, avec des déclarations toujours plus scandaleuses les unes que les autres. Et c'est cette nouvelle... dinguerie, il n'y a pas d'autre mot que de... Lui se défend en disant qu'il souhaite mettre en œuvre, ce qu'on disait tout à l'heure, le projet Trump-Gaza. Voilà. Donc c'est dans la continuité de ce que dit aussi le président des États-Unis. Absolument. Comme on disait, quand Trump a expliqué qu'il voulait faire de Gaza une nouvelle Côte d'Azur sans souveraineté palestinienne, parce que c'est ça l'enjeu, c'était se faire le porte-voix de l'extrême droite israélienne et de son projet de déplacement forcé des populations, d'expulsion, voire lorsque il y a des gens qui refusent cette expulsion, et ce sort systématique dans l'histoire palestinienne d'expulsion et d'exil, en fait, la mort. C'est ça qui est proposé aux Palestiniens, la mort ou le départ et la vie en exil. Il n'y a pas d'autre chose que les Israéliens aient proposé aux Palestiniens depuis 1948. Donc, il s'est fait le porte-à-voix de ça, et on a des voix à l'intérieur de l'espace israélien qui sont les voix les plus radicales, qui vont du coup rentrer dans une surenchère. Une surenchère, pourquoi ? Pour mettre la pression à Netanyahou, pour mettre la pression à Netanyahou de quelle manière ? En lui disant, nous sommes les gens qui défendons cette vraie ligne. Donc, ce que tu as expliqué pendant toute cette période d'attaque sanglante à Gaza, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que sinon, tu vas perdre le soutien de notre parti, du corps politique, qui est, encore une fois, importante. C'est des gens qui sont dans les coalitions. Alors oui, le système politique israélien permet une représentation de petits groupes, parce que c'est une proportionnelle avec des faibles seuils, mais enfin, ces coalitions-là, elles fonctionnent aussi sur la base d'un consensus politique, qui est ce consensus colonial de nettoyage ethnique des Palestiniens. Et cette surenchère, c'est pour s'assurer, entre guillemets, c'est prendre Netanyahou sur sa droite pour s'assurer qu'il aille jusqu'au bout, et de s'assurer qu'il continue avec les États-Unis de porter un plan pour Gaza, qui est un plan, encore une fois, qui est un crime contre l'humanité, le nettoyage ethnique et la dépossession des Palestiniens de Gaza, de ce qu'il en reste, et de faire en sorte que, contre la volonté des Palestiniens, contre la volonté des pays qui s'estiment être leurs alliés, en tout cas qui essayent de jouer un rôle dans ce sens, on parle des pays arabes du coin, mais pas que, on impose ce narratif qu'au final, ce n'était pas simplement une dinguerie, pour reprendre le terme de Trump, mais que c'était une véritable proposition, et que l'on est en train de faire passer un crime de guerre, le nettoyage ethnique, qui peut être qualifiable de crime contre l'humanité dans certaines circonstances, en une proposition de politique publique. Et c'est là où on est dans l'horreur, parce que l'horreur, quand elle est vue, quand elle est sue, on est tous indignés, il y a des mobilisations, il y a des choses à faire, mais là, on est en train d'essayer de transformer une horreur en une proposition convenable sur laquelle on devrait même discuter. Et ça, c'est ça qui est... Face à ce que tu dis, et sur quoi j'ai rien à ajouter, il y a la réaction du monde. Et la réaction du monde est absolument scandaleuse, que ce soit le monde arabe ou le monde occidental dit porte-parole des droits de l'homme comme la France. Ce qui est... En fait, c'est le narratif israélien qui est imposé. Et face à ce narratif, tout le monde dit non, mais il ne faut pas faire de... Enfin, tous ceux qui se prétendent porte-parole des droits de l'homme ou les pays arabes qui pèsent plus rien, comment dire,
Ils subissent le narratif israélien et ils réagissent vis-à-vis de ça. Ils réagissent en disant non, pas de nettoyage ethnique, les Palestiniens ne partiront pas de chez eux, on va proposer tant de milliards pour la reconstruction de Gaza, etc. Le problème, tout ça, c'est de la lâcheté pour moi. À un moment donné, les Israéliens n'ont pas imposé un narratif. Israël est un État colonial. Donc cette époque devrait être révolue. Elle devrait être derrière nous, or on est en plein dedans. Donc en fait, s'il y avait des États avec des gouvernants qui ont du répondant par rapport à cette situation, personne ne devrait parler ni de reconstruction seulement de Gaza ou d'enlever les colons extrémistes de Cisjordanie, parce que là, on nous parle de ça et d'un espèce d'État chimère palestinien dont on nous rebat les oreilles depuis je ne sais combien de temps. Non, ça suffit en fait. Il faudrait que des États et l'ONU parlent de la seule solution réaliste dans ce territoire, qui est un État pour les gens qui souhaitent vivre ensemble. Donc, c'est d'abord la terre des Palestiniens, c'est le peuple autochtone. Et les Israéliens qui souhaitent vivre à égalité avec les Palestiniens pourront rester dans ce territoire. Et ceux qui ne peuvent pas, qui voient s'ils ont un deuxième passeport pour partir. Je veux dire, à un moment donné, c'est la terre des Palestiniens. Il faut une solution à un seul État où les Palestiniens ont le droit de circuler partout sur leur terre. Je ne vois pas d'autre solution juste. Et il n'y a aucun en fait, gouvernement dans le monde, même pas les pays arabes, même l'Algérie aujourd'hui, qui est quand même l'État qui représente l'anticolonialisme, parle de la solution à deux États. À un moment, il faut arrêter avec cette fable. C'est de la poudre aux yeux, c'est gagner du temps. Ça, c'est du sionisme de gauche. C'est franchement du bullshit pour moi. Ça n'a pas de sens. Sur quelle frontière? On nous parle d'un État palestinien, on ne nous dit jamais sur quelle frontière. Est-ce que c'est Gaza et la Cisjordanie? On met un pont entre les deux, et comme ça, aucune chance qu'un Arabe ne croise un Juif. On reste dans ce suprémacisme, dans l'apartheid. C'est la solution à deux États, c'est la continuité de l'apartheid. Pourquoi les Palestiniens n'auraient pas le droit d'aller n'importe où sur leurs terres? Ils ont été chassés de leurs terres. Israël, ce n'est que des terres palestiniennes qui ont été volées, où les Palestiniens ont été spoliés. Donc c'est vraiment agaçant de négocier sur des pacotilles et de répondre, de réagir au narratif israélien qui est Israël a le droit d'exister, de se défendre, etc. Et de réagir à ça alors qu'un État colonial qui pratique l'apartheid et le nettoyage ethnique, dans sa forme actuelle, dans la forme qu'on a toujours connue depuis 1948, est inacceptable. Et c'est ça qui devrait être dit. Et je crois qu'à un moment donné, le courage serait de dire ça. Et de ne pas réagir au narratif. Je ne sais pas si j'exprime correctement ce que je veux dire, mais ne pas réagir au récit colonial, en fait. Et essayer de négocier dans le récit colonial. C'est stop au récit colonial, stop enfin, je veux dire, les décolonisations ont oublié la Palestine. En fait, l'Algérie est décolonisée, l'Afrique est décolonisée officiellement, etc. Pourquoi la Palestine est toujours colonisée, en fait? Il faut que les Israéliens cessent d'avoir cette mentalité de colon, qu'ils acceptent que les Palestiniens sont des êtres humains à égalité. Il n'y a aucune raison que les Palestiniens aient moins de droits que les Israéliens. Et voilà, en fait, la vie est simple et je ne sais pas pourquoi on nous rebat les oreilles de choses qui n'ont... le problème est à revoir de fond en comble. Le récit est à revoir de fond en comble. Moi, j'en peux plus de discuter à partir d'un narratif colonial. C'est ça le problème, je pense. Voilà. On reviendra tout à l'heure justement sur les négociations à Doha et les dirigeants arabes sur le plan de reconstruction. On va juste finir avec Trump. Donc on a bien conscience et compris que les États-Unis jouaient un rôle central dans cette crise. Et justement encore plus avec le soutien de Donald Trump justement à Israël qui a un soutien inébranlable. Donc c'est une surprise pour personne. D'une certaine façon, ça donne aussi l'impression qu'Israël a un peu carte blanche du coup pour continuer à faire ce qu'elle est en train de faire. Et donc, malgré, en fait, tous les leviers de pression internationaux, donc on a parlé tout à l'heure, la question du droit international. Et la semaine dernière, Donald Trump a aussi menacé le peuple de Gaza, je cite, « Si vous gardez des otages, vous êtes morts ». Donc, il l'a dit. Il a ensuite dit « Envoyez à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail à Gaza ». Il rappelle aussi, je cite, « C'est maintenant qu'il faut quitter Gaza, tant que vous pouvez encore le faire ». Donc, pour faire justement le lien avec les négociations en cours à Doha, quand on écoute justement les États-Unis et donc le soutien inébranlable qu'ils donnent à Israël, et là on a l'impression aussi que Trump dit bon, faites un peu ce que vous voulez, quitte à raser la Gaza et la Cisjordanie,
Et à côté, il y a des négociations en cours. Est-ce qu'on peut encore croire justement à ces négociations? Est-ce qu'elles vont réellement aboutir? Il y a eu des discussions directement pour la première fois entre les États-Unis et le Hamas. Ouais. Et ça, c'était de nature à agacer les Israéliens passablement. Ouais. Et certains disent que, parmi les Palestiniens, parmi les amis palestiniens, il y en a qui disent que c'est justement parce qu'il y a eu des discussions directes entre la Maison-Blanche et le Hamas pour la première fois, que Trump surenchérit là, dans les déclarations incendiaires ultra-fascistes, etc., pour un peu calmer les Israéliens, parce que c'est ce qui se dit, en tout cas, en coulisses. Parce que c'est vrai que pour la première fois, Trump, ce qui est affligeant avec lui, c'est qu'il est totalement imprévisible. Il va faire ça, par exemple, ouvrir des négociations directes avec le Hamas, et ça, c'est surprenant. Qu'est-ce qui s'est dit dans ces pourparlers ? Il est imprévisible. Il faut s'attendre à tout. Après, Trump est tenu financièrement, en fait. C'est ça le truc aussi, parce que je suis pas sûre que ça soit tant un idéologue que ça du sionisme. Je suis pas certaine. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est tenu. Et sa campagne a été financée par des milliardaires pro-israéliens. Je veux dire, c'est aussi, il leur doit quelque chose. C'est ça, en fait. Trump, c'est la réelle politique. Mais il est imprévisible. Donc voilà, c'est lui qui dit bon, stop. C'est lui le cessez-le-feu. Il faut reconnaître. Voilà, c'est complètement, ça fait peur en fait, parce que c'est quelqu'un d'imprévisible et à la fois, parfois, quand même, le cessez-le-feu, on doit reconnaître que c'est Trump, quoi. Ouais. Une réaction, Paul. Ouais. De fait, la réaction des États-Unis, là, cette surenchère qui correspond encore une fois en écho avec le narratif de l'extrême droite israélienne, c'est l'idée de maintenir ce rapport de force pour imposer ce projet. Ces négociations, on peut en dire un mot. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la Ligue de coopération islamique qui rejoint donc des pays arabes, pas que, en fait, des pays sous une base confessionnelle, des pays musulmans. Donc, il y a des pays africains, des pays d'Asie du Sud-Est. Et en fait, c'est un plan qui est aussi proposé plutôt par l'Égypte, à la base des négociations. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'ils avaient dit les Palestiniens, s'ils vont pas à Gaza, il faut les mettre en Égypte ou en Jordanie. Un retour à, encore une fois, un narratif qui a été très utilisé pendant tout le début de l'État colonial israélien, en gros de 47 jusqu'à 77, avec l'idée qu'on va trouver une solution, puisque niant que les populations sur place sont des Palestiniens et les assimilant au fait qu'ils sont arabes, on disait ils iront dans un pays arabe avec des musulmans et des arabes et ils seront contents. Ce qui était la négation, mais parce que la négation de la souveraineté palestinienne, c'est le point de départ et c'est la base obligée du discours pour pouvoir organiser ce nettoyage, pour pouvoir organiser ce nettoyage ethnique et cette expulsion des populations, c'est qu'il faut les nier comme ayant une quelconque possibilité de souveraineté. Donc il y a des négociations. Moi, je veux juste les présenter en deux mots, mais en gros, à quoi servent ces négociations? C'est donc ces pays musulmans, arabes, africains, d'Asie du Sud-Est, qui ont reçu le soutien des pays occidentaux, non américains, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, et il m'en manque un, qui ont proposé un plan de reconstruction. L'idée, en gros, c'est de dire 3 phases. D'abord, des phases de mesures d'urgence. On déblaye les axes de communication, on essaye de faire en sorte qu'on puisse réorganiser du travail dans la bande de Gaza et pourvoir au plus urgent avec des constructions de logements temporaires, etc. Et on place Gaza sous le contrôle d'un comité qui sera en lien avec l'autorité palestinienne. Donc là, on voit la question de la souveraineté pour eux, c'est-à-dire on se débarrasse de la souveraineté politique qui existait à Gaza par le gouvernement du Hamas, c'est-à-dire qui avait été élu en 2006 et qui ensuite avait pris par la force la bande de Gaza. Et on va mettre l'autorité palestinienne en lien avec des technocrates qui vont réorganiser la chose. Puis ensuite des phases différentes de construction. Et une présence internationale aussi. Une présence internationale pour empêcher l'affrontement. Et ça ne nous dit pas grand-chose. On comprend que derrière, il y a démilitarisation et retrait des troupes israéliennes, mais du coup, ce n'est pas accepté par les Israéliens. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de dire une présence internationale qui maintienne ce climat, qui soit favorable à la reconstruction. Donc, reconstruction ensuite des infrastructures. Et la troisième phase, c'est reconstruction encore plus élargie des infrastructures, des logements, etc., avec l'idée qu'on installe un nouveau système de gouvernance et qui est en gros de réconcilier la gouvernance de Gaza avec la gouvernance de l'autorité palestinienne, qui est une gouvernance faillie. Parce qu'on en a déjà parlé, on a déjà eu l'occasion de le dire ici. L'autorité palestinienne est un policier pour l'État colonial israélien à l'intérieur de la Cisjordanie, un policier corrompu, très corrompu, par lequel est filtré l'ensemble de l'aide qui arrive en Cisjordanie et qui, encore une fois, n'a aucune forme de légitimité politique
à l'intérieur de l'espace palestinien. C'est ça que j'allais dire, c'est que d'un côté, ces négociations, elles sont intéressantes au sens où, contre le projet, qui est un projet de crime, encore une fois, contre l'humanité, qui est proposé par Trump, expulsion, nettoyage ethnique, destruction de la souveraineté de Gaza, mais par la destruction physique de ses habitants ou de leur présence sur place, on y oppose autre chose, en disant non, les Palestiniens doivent rester, et en fait, on va les mettre sous une forme de tutelle de l'autorité technocratique de l'autorité palestinienne, et tutelle plus ou moins internationale, parce que comme on va les aider à reconstruire, c'est nous, les pays, qui allons reconstruire et qui allons payer, qui allons gérer la zone en attendant. Et donc, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un effacement de la souveraineté politique. Il n'y a jamais de proposition de retourner, aux Palestiniens pour qu'ils choisissent. Si dans ce plan, si on veut être tout à fait exact, il est dit qu'une fois que tout ceci sera réalisé, potentiellement, on organisera des élections à cette... Mais c'est ça le problème, c'est qu'on demande de charger le destin des Palestiniens par des gens qui ne sont pas les Palestiniens, soit par des pays voisins, soit par des gens qui ne sont plus choisis par les Palestiniens depuis des années, puisqu'encore une fois, la dernière élection présidentielle qu'a élu Mahmoud Abbas, c'est en 2006, et l'élection législative qui n'a même pas été respectée, c'est 2007, et que systématiquement ensuite les élections. Donc voilà, moi je dirais des négociations pour dire on s'oppose. Et on va voir dans le rapport de force international qu'est-ce qui s'impose. Est-ce que les États-Unis vont dire non, mais c'est nous qui décidons et puis c'est comme ça? Et quelles sont les marges de manœuvre, entre guillemets, des pays de la coopération islamique et des pays européens pour dire non aux États-Unis? Et de l'autre côté, des négociations qui sont, à mon avis, pas une solution magique pour la situation, parce qu'elles font les mêmes erreurs que ce qui a toujours été fait pendant le processus d'Oslo, pendant tous les processus qui ont fait en sorte qu'on décide du sort des Palestiniens sans les Palestiniens et contre leurs intérêts. Et surtout, la question qui va se poser aussi, c'est qui sera à la tête de Gaza. Il y a aussi cette question qui se pose de savoir qui est-ce qu'on va mettre aussi pour pouvoir gérer en tout cas cette... En fait, c'est ça, c'est l'acceptation du narratif colonial qui n'est que, comme tous les narratifs coloniaux, une entreprise de déshumanisation du peuple colonisé. Il n'existe pas, c'est un sous-peuple. On va décider pour lui qui va gouverner Gaza, mais c'est aux Palestiniens de décider ça en souveraineté. Il y en a marre de parler des Palestiniens comme un sous-peuple. C'est insupportable. Et ça, je ne comprends pas que ça ne saute pas aux yeux des gens et que même ceux qui veulent soutenir les Palestiniens parmi de nombreux États, disons, où il y a quand même, on rentre dans ce narratif et ça devient vraiment, je trouve que c'est de plus en plus insupportable et irrespectueux par rapport au peuple palestinien, qui est un peuple mature, qui ne vit que dans la résistance depuis 1948 et qui a le droit à sa souveraineté totale sur l'ensemble de sa terre, voilà, avec tous les gens qui sont prêts à vivre à égalité avec lui. C'est ça, il faut. Moi, ça me dépasse en fait. Et justement, aujourd'hui, des Palestiniens ont témoigné devant l'ONU à visage découvert vis-à-vis des abus, des coups et des violences sexuelles infligées par des Israéliens dans les prisons ou par les colons. Des pratiques qui ont été très répandues et dénoncées devant la commission d'enquête indépendante des Nations Unies sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, créée par le Conseil des droits de l'homme. Donc, il y a eu des témoignages qui sont assez... dur à lire, donc des coups sur les parties génitales, des matraques dans l'anus, des fouilles à nu, on leur urinait aussi dessus. Donc, est-ce que aussi on peut se dire qu'il y a un autre travail qui est en train de se faire aussi avec les instances internationales, parce que plusieurs fois on s'est même posé la question au sein du média, qu'en est-il du droit international, et est-ce qu'avec justement ce type de témoignages, est-ce que ça va pas aussi faire peut-être bouger les choses plus tard? Ça fait des mois déjà. Moi, dans mon livre, il y a plusieurs rapports qui sont cités d'ONG israéliennes, dont B'Tselem, sur les centres de détention israéliens, sur les prisons de Sdetayman, de Ofer, etc., les centres de torture, en fait. Un rapport de l'ONU, des experts de l'ONU, dont Francesca Albanese, qui faisait part de torture et de viols sur des femmes palestiniennes. Donc, c'est sur des hommes et des femmes et des enfants, des petites filles palestiniennes. Ces rapports existent depuis des années. J'ai pas l'impression que ça soulève la levée de bouclier qu'il devrait y avoir, quoi. Les centres de détention israéliens sont des centres de détention arbitraires, parce que
la majorité des détenus palestiniens sont sous le régime de la détention administrative où vous êtes incarcéré sans charge, sans savoir de quoi vous êtes accusé, sans droit à la défense, et c'est renouvelable à l'infini. Donc la majorité des détenus, c'est ça. Et même ceux qui sont condamnés, même à des peines longues, ils sont condamnés par des cours martiales. C'est un simulacre de justice. Au nom de quoi les Israéliens ils jugent les Palestiniens ? Est-ce que les Palestiniens ont un tribunal ? Encore une fois, moi, l'égalité des droits, l'égalité des humains, moi, on me fera pas bouger de ça. Au nom de quoi les Israéliens jugent les Palestiniens ? Au nom de quoi ils les mettent en prison ? Ils sont qui pour faire ça, en fait ? Même si les Palestiniens, j'irais même jusqu'à dire, même si des Palestiniens ont commis des crimes, est-ce qu'il y a égalité ? Est-ce qu'il y a réciprocité ? Il n'y a pas réciprocité. De commettre des crimes. On l'a vu même avec la figure étudiante pro-palestinienne aux États-Unis dernièrement. Oui, voilà. Et il a juste incarné un peu le mouvement dans les américaines, mais aux États-Unis, enfin, je veux dire, c'est dans le monde entier. Il y a aussi le fait qu'on passe aussi un cap dans la répression des voix palestiniennes. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre pour revenir à la question originale, c'est que la torture est systématique, les agressions sexuelles sont systématiques dans les centres de détention israéliens, et que c'est un phénomène extrêmement répandu. Il n'y a qu'à voir de toute façon l'état des otages quand ils sortent. Ils ont des marques de brûlures partout. Il y en a qui sortent amputés parce qu'ils ont été tellement ligotés pendant des jours qu'il a fallu les amputer. Les mains et les pieds ne tenaient plus. Voilà, des questions voilà, c'est innommable. Vous lisez les rapports d'ONG israéliennes. C'est l'enfer. Ouais. C'est d'ailleurs un des rapports s'appelle Bienvenue en enfer. Un mot là-dessus. Oui, non, mais l'utilisation systématique de la torture, comme l'utilisation systématique de la puissance armée pour pouvoir tuer les Palestiniens, encore une fois, c'est une longue histoire que les Palestiniens connaissent depuis des décennies. Il faut quand même aller voir ces rapports pour montrer à quel point le nombre de témoignages étant hallucinant, tous les enquêteurs, enquêtrices qui ont travaillé là-dessus sont capables de reconstituer des techniques de torture spécifiées et qui ont été israéliennes, qui ont été théorisées, des manières de faire en sorte que les gens ne puissent pas s'asseoir, etc. C'est-à-dire qu'on a une reconstitution qui est possible par le caractère massif des témoignages et donc la preuve que c'est une utilisation systématique. Mais de nouveau, en lien avec la répression, etc., c'est qu'on ne veut pas voir ça et qu'il y a deux enjeux. D'un côté, la question du droit international et des instances internationales. Les Palestiniens ont toujours eu un rôle vis-à-vis de ça qui est très clair. D'une part, sur place, il n'y a aucune illusion. C'est-à-dire que moi, encore une fois, pendant 2 ans que j'ai vécu là-bas, les gens n'ont pas d'illusion sur le fait que ça va être des gens, des instances qui vont tout d'un coup magiquement sauver le peuple palestinien. Dans le sens où ils savent aussi que c'est l'ONU, sous la forme à l'époque d'un rassemblement d'entités coloniales, l'Empire français par exemple, etc., qui ont autorisé la partition du pays et donc la fondation de l'État colonial israélien. En même temps, pragmatique, les Palestiniens ont dit qu'il faut investir l'ensemble des instances qui nous permettent d'augmenter le rapport de force quant à la connaissance qui est faite de notre situation. Et c'est pour ça qu'ils se sont employés, notamment sous la houlette de l'OLP, à rentrer dans l'UNESCO pour que l'UNESCO reconnaisse la Palestine comme un État, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, par exemple. Et c'est aussi eux qui ont mené la bataille pour faire en sorte que la Cour pénale internationale puisse se saisir des affaires qui ont été effectuées sur le sol palestinien et dont on a des résultats, là, c'est qu'il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été émis contre des dirigeants israéliens, ce qui peut paraître, par rapport à la situation matérielle concrète, terrifiante des Palestiniens, rien, mais qui est aussi un pas, une avancée. Mais ce rôle-là, du droit international et de toutes ces instances, il échoue encore une fois sur le même problème qui est un problème politique. La question du droit international, c'est la question des relations internationales, et on le sait, elle est marquée par les rapports de force politique. Et le problème qu'on a là-dessus, c'est qu'il y a une solidarité coloniale évidente avec le monde occidental. Pourquoi ? Parce que la torture systématique, le nettoyage ethnique de pays, la négation de la souveraineté de peuple, mais c'est l'histoire de notre pays, par exemple. Les pays occidentaux n'ont jamais été une solution à l'ordre international. Ils ont toujours été le problème. On pourrait, juste pour donner l'exemple de la France, quand est-ce que la France a été une puissance de paix dans sa longue histoire ? Donc, prenons juste depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand en 1945, elle massacre en Algérie, à Sétif, à Guelma. Quand en 1946-1947, on massacre à Madagascar. Quand entre 1946 et 1954, on massacre
dite Indochine, c'est-à-dire sur le territoire du peuple vietnamien, du peuple du Laos, quand entre 54 et 62 rebolote après une colonisation qui dure depuis 1830 en Algérie, on recontinue le massacre, quand on continue, il y a un nouveau rapport qui est sorti sur ce qui s'est passé au Cameroun jusqu'en 1971, quand est-ce que la France a été une puissance de paix? Quand est-ce qu'elle a été une puissance de proposition, de respect du droit international? Non, la France est un pays comme d'autres, comme l'Angleterre, comme les États-Unis qui, depuis 1945, ont envahi ou organisé des opérations militaires dans 40 pays à minima dans le monde. C'est des facteurs de déstabilisation, et la paix dans leur camp, c'est-à-dire dans le camp occidental, elle est liée à l'exportation de la violence sur les peuples du Sud. Et donc, la question du droit international est liée à, d'une part, le réveil d'un certain nombre de pays du Sud pour l'incarner. On a vu l'Afrique du Sud lancer avec brio des procédures au niveau international, mais elle est liée aussi à un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est faire tomber ce lien de solidarité coloniale entre les pays occidentaux et l'État d'Israël. Et ça, c'est un combat politique qui ne se mène pas dans les tribunaux, mais qui se mène dans la vie politique des pays. Et justement, ces questions de répression ou non des voix qui se sont soulevées, elles se jouent le long de cette frontière qui est celle d'une politique intérieure de répression entre ceux qui osent dire regardez la France, regardez les États-Unis, regardez leur véritable visage, et ceux qui disent non, on donne un droit, une autorisation pour que l'État d'Israël continue de justifier sa situation d'exception qui justifierait qu'elle puisse mener l'ensemble des crimes contre l'humanité qu'elle mène jusqu'à présent sans aucune forme de sanction. Et c'est ça qui est rageant, mais en même temps, c'est un enjeu encore ouvert. Et pour abonder dans ton sens, il n'y a qu'à voir la levée de bouclier par rapport à l'affaire Apathy, là, Jean-Michel Apathy, qui ne fait que rappeler quelque chose que nous, on sait tous, qui est une évidence, à savoir que des massacres du niveau d'Oradour-sur-Glane en ont eu lieu des dizaines, voire des centaines de fois en Algérie, etc. Et la levée de bouclier médiatico-politique. Et enfin, moi, je suis algérienne, je suis franco-algérienne. Pour moi, c'est à chaque fois un choc et une surprise de voir ce genre d'attitude. C'est quand même... j'ai l'impression d'assister, soit de moi devenir du futur, soit d'être dans le passé. Mais on n'a pas avancé. On n'a pas avancé d'un iota, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire... de remettre en cause le colonialisme et sa violence et les massacres qui ont été commis sans être accusé d'être anti-France ou de ne pas aimer son pays, ou je vois pas le rapport en fait. J'allais dire même peut-être on recule en fait, parce que là il y a un documentaire aussi, je crois, de l'historien. Ouais, je l'ai vu ce matin. Faille, je sais alors plus lui, il est dans le film, mais je crois que c'est une dame, la réalisatrice. Ok, pardon, qui a été déprogrammé de France TV. Il est en ligne, mais il a été déprogrammé au nom des tensions en cours. C'est-à-dire que au nom de ce qui se passe avec Apathy, mais c'est hallucinant. Mais ce qui montre ce que tu dis, c'est que la réaction s'est armée de ce truc de remettre en cause la colonisation, c'est devenir anti-français, ce qui est la logique sur laquelle elle s'est bâtie. Et puis le service public qui se plie à ça, quoi. Enfin, le service public vraiment en ce moment sur la colonisation, c'est un truc de fou. C'est-à-dire sur Gaza, il faut quand même rappeler cet épisode, quand Trump parle de Riviera à Gaza, ils invitent un spécialiste du tourisme pour commenter ça, quoi. C'est-à-dire on est à un niveau en ce moment jamais atteint de surenchère coloniale, et vraiment avec beaucoup en ayant l'impression que c'est eux qui ont raison, et ils présentent ça comme la base, quoi. Et justement, Myriam Larivy, donc tu as écrit un livre aux éditions critiques, donc qui s'appelle CJ, l'humanité, que vous pouvez retrouver dans plusieurs librairies. Toutes les librairies, normalement. Toutes les librairies. Est-ce que justement c'est par rapport à tout ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, que tu as écrit ce livre? Pourquoi? Alors, l'idée de ce livre, juste pour refaire un peu la chronologie, à partir du 7 octobre, moi, j'ai pu me concentrer sur autre chose que sur ce qui se passait à Gaza. À partir du 7 octobre 2023, donc j'ai fait que ça, suivre, pour ici, j'avais fait aussi un documentaire pour le média, et puis je suivais au quotidien et je postais sur Twitter toutes les informations que j'obtenais de journalistes de terrain en Palestine ou dans le monde arabe. Et pas que, même médias internationaux, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai décidé de me rendre à l'Élysée et puis au Quai d'Orsay chaque semaine pour interpeller les porte-paroles du gouvernement. C'est comme ça que les gens ont commencé à plus me connaître, et mon compte Twitter a pris beaucoup d'abonnés, et les gens ont commencé à me suivre parce que ça les intéressait ces passages à l'Élysée où j'allais toujours questionner sur Gaza, etc. Et c'est comme ça que l'éditeur s'est rapproché de moi et m'a proposé d'écrire un livre, et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais moi apporter à la cause, par rapport à la Palestine.
Et je me suis dit que j'allais reprendre le fil de tous les événements marquants de l'année, parce que j'ai commencé à l'écrire assez tard, en fait, en juillet 2024, et il est paru là en février. Et j'ai repris l'année en cours, j'ai repris les événements les plus graves ou les plus marquants qui se sont passés à Gaza. Mais pas seulement, je raconte aussi, j'en parle à la première personne, je raconte à la première personne, et je raconte les aventures que nous avons eues, d'ailleurs avec Djemil, votre ancien collègue qui travaillait ici, et qui venait aussi à l'Élysée, qui a aussi posé des questions sur la Palestine, etc. Et les confrontations qu'on a pu avoir avec des confrères qui nous ont pris à partie, Djemil et moi, pour nous reprocher notre façon de faire par rapport aux porte-paroles, en nous disant vous stressez les porte-paroles, pourquoi vous venez toujours poser des questions, vous relancez, toi pourquoi tu viens toujours poser des questions sur Gaza alors que la position du gouvernement n'a pas évolué sur Gaza, voilà, en remettant en cause notre manière d'exercer le métier. Et donc ça, c'est aussi raconté dans le livre. C'est-à-dire c'est chronologico-thématique. Je raconte les chapitres du livre, c'est de octobre à octobre, de octobre 2024 à octobre... octobre 2023 à octobre 2024. Et c'est donc octobre, novembre, décembre, janvier. C'est chronologico-thématique. Donc je vais par exemple prendre vous savez, vous rappelez, les premières semaines, c'était le mantra qui était répété sans arrêt, c'était Israël a le droit de se défendre. Donc voilà, je vais raconter que ça c'est répété en boucle, que les médias reprennent, etc. Et c'est basé sur quoi? Israël a le droit de se défendre. C'est basé sur quelles règles, en fait, qu'est-ce que ça implique, Israël a le droit de se défendre. Voilà, donc je développe ça. Le Hamas utilise les civils comme bouclier humain, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc voilà, le livre, c'est ça. Et c'est un récit à la première personne. Dans l'avant-propos, je fais le lien aussi avec l'Algérie, pays dont je viens, et moi je suis issue de la génération après la décolonisation. Mes parents, quand ils naissent, que l'Algérie soit indépendante, c'était inenvisageable, et quand moi je suis née, l'Algérie était indépendante. Donc il peut y avoir des sursauts dans l'histoire auxquels on ne s'attend pas. Il peut y avoir des retournements comme ça. Et c'est ce que je souhaite pour la Palestine. Et j'essaye donc de faire ce lien. Et j'écris à la première personne parce que aussi, je pense que mon point de vue, mon jeu est collectif. Je pense qu'on a vécu un jeu collectif, une espèce de solitude collective dans l'horreur qu'on a pu tous et chacun voir sur nos téléphones portables et sur nos tablettes tous les jours avec des enfants massacrés, etc. On a vécu une espèce de dépression collective, mais chacun dans sa solitude. Et je pense que ce jeu, il incarne des millions de personnes qui ont une vision anticoloniale du monde. Et voilà aussi pourquoi je l'écris voilà, à la première personne. Et comment est-ce que tu expliques justement ce que tu as vécu, par exemple, à l'Élysée, sur ce soutien en fait, constant et malgré les horreurs qui ont été vues de la part des politiques, mais aussi par exemple des médias mainstream? Oui. Comment on explique ça? Vous n'êtes pas la première à me poser la question. Ça, c'est vraiment une question qui est, à mon avis, multifactorielle. Je me rappelle, je suis passée chez Pascal Boniface récemment et j'en ai parlé en disant que, au départ, certainement, il y a cette culpabilité vis-à-vis de ce qui a été fait aux Juifs en Europe. Et donc, la considération qu'Israël est l'État des Juifs et refuse des Juifs. Et donc, il faut le protéger et voilà, en prendre soin parce qu'on leur a fait tellement de mal, etc. Mais sauf qu'on occulte que c'est sur le dos des Palestiniens que ça a été fait. C'est-à-dire que les Palestiniens, on estime tout à fait normalement, dans sa super mentalité coloniale, que c'est aux Palestiniens de payer ce qui a été fait aux Juifs ici, et en quoi avoir un État refuge aux Juifs, ça autorise un suprémacisme juif, ça autorise le nettoyage ethnique de la Palestine, la mise en apartheid du peuple autochtone, etc. Donc ça, déjà, c'est un problème. Bon, mais je pense que c'est un peu la seule explication rationnelle. Après, il y a la pression politique, il y a les lobbies, type le CRIF, la LICRA, Elnet au niveau européen, l'UEJF. Tout ça, ce sont des organisations qui ont du poids politique en France. Il n'y a qu'à voir. Hein. Je veux dire, ils se permettent d'interpeller des ministres, des députés de seconde zone, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais des députés qui représentent comme Meyer Habib ou Caroline Yadan, qui ont un pouvoir incroyable, qui peuvent faire virer un journaliste de France Info, etc. Donc c'est multifactoriel. Je pense qu'il y a à la fois chez certains une sincérité ou une méconnaissance de la situation des Palestiniens, ou une indifférence en fait vis-à-vis de la situation des Palestiniens. Et cette espèce de culpabilité instrumentalisée vis-à-vis de ce qui a été fait aux Juifs en Europe, qui est réelle, mais que les Palestiniens n'ont pas à payer, quoi.
Et voilà, moi, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter, parce qu'on me pose souvent cette question, comment expliquer le soutien. Moi, j'ai envie de dire, c'est la mentalité coloniale, c'est l'inconscient colonial, en fait, qui persiste. Non, mais je suis d'accord sur l'idée d'inconscient colonial, à savoir qu'il y a des grilles de lecture qui se sont imposées. Et moi aussi, j'ai vécu un décalage, je trouve, entre la façon dont l'information a été proposée et la façon dont, je pense, une grande partie de la population a vu ce qui s'est passé à Gaza. Et cette tension-là, elle est une tension très, très dangereuse pour une société. Et on a vu pourquoi, du coup, la question de la répression, encore une fois, des voix de ceux qui ont parlé sur la situation des Gazaouis, etc., elle a été tout de suite réprimée. Les manifestations, amendes en manifestation, puis ensuite les convocations, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire administratif. Tout ça, j'en parle beaucoup dans le livre aussi. Ouais. Pour quelle raison? Parce que, encore une fois, je veux dire, à partir du moment où on défend l'indéfendable, c'est-à-dire une politique qui est un crime contre qui est un crime de guerre, ou ensuite des crimes contre l'humanité, une politique qui est absolument légitime d'aucun point de vue éthique, politique, moral, vous êtes dans une situation de défendre l'indéfendable, et donc du coup la répression politique est souvent accompagnée d'un récit médiatique propagandiste, parce qu'en gros, je veux dire, les moments de guerre, même si c'est une guerre qui est menée contre les Palestiniens, ils permettent ensuite de scinder en deux le champ politique, entre les pour et les contre. C'est la même chose, vous êtes des anti-France ou des pro-français. Et ça veut dire tenir ou non la position du pouvoir. Et je pense que c'est des mécanismes assez classiques qu'on a, et on a aussi un système médiatique politique, j'arrête là-dessus, qui est très marqué par une forme de courtisanisme. Je veux dire, le service public de l'audiovisuel en France, c'est vraiment, je veux dire, c'est l'ORTF 2.0. Je veux dire, il faut le dire comme le dire, mais pas parce qu'ils sont sous ordre direct. C'est des mécanismes bien plus puissants, parce qu'ils sont beaucoup plus diffus, quoi. C'est une question de conscience de classe, c'est une question de représentation du monde, c'est cette question d'inconscient colonial, c'est des dispositions permanentes partagées, des habitus, pour utiliser le terme. Surtout, ils viennent du même monde. Moi, je sais qu'on n'a plus le temps, mais nous à l'Élysée avec Djemil, on l'a vu, c'est-à-dire c'était du journalisme de cours, c'est des gens qui viennent du même monde, qui habitent les mêmes quartiers, qui font les mêmes écoles, etc., qui se tutoient. Quand nous, on débarque à l'Élysée, on est des intrus, quoi. Et ça, ils nous l'ont bien fait sentir. Et justement, je vous invite du coup à découvrir tout ça dans le livre de Myriam El Arabi aux éditions critiques CJ, Humanité. Merci Paul, merci Myriam, et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé cette édition de notre émission Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via l'adresse contact@lemediatv.fr. Si vous nous avez regardé à la télévision, si vous le pouvez, bien entendu, soutenez-nous, soutenez notre travail de journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien.